Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'École du Futur, j'espère que vous allez bien. Au sommaire de cette émission, on démarre avec notre focus dédié aujourd'hui à César Culturger ou César Roussel. Le youtubeur séduit en effet une large communauté grâce à ses vidéos claires, rythmées et accessibles. Son pari, rendre la culture G virale. Son portrait est à suivre dans un instant. Et puis on va parler sondage, débat public et surtout esprit critique dans notre talk aujourd'hui grâce à l'application Politesse qui permet à quiconque de créer son propre mini-sondage citoyen. Objectif, comprendre ce que pensent les autres sur les questions qui nous taraudent. On en parle avec notre invité du jour, Thibaut de Robien. Bonjour. Bonjour. Vous êtes fondateur de cette application qui s'appelle donc Politesse, qu'on va découvrir dans un instant. Mais d'abord, vous le savez, c'est le focus. Vous l'avez peut-être vu passer sur les réseaux sociaux. César Roussel, de son pseudonyme César Culturger, il partage en effet histoire et anecdotes pour mieux comprendre le monde. À travers ses vidéos, il donne l'opportunité au plus grand nombre d'améliorer sa culture générale de façon ludique et divertissante. Il est notre influenceur du jour, présenté aujourd'hui par Dylan Coller. Est-ce que tu savais que le plus haut sommet d'Europe n'était pas le Mont Blanc, que l'euro aurait dû s'appeler l'écu, ou encore que le premier éléphant à vivre en Europe était un éléphant blanc albinos? Voici 100 faits que tu ne connaissais pas sur l'Europe. Allez, vous l'aurez compris, parlons un peu culture. Aujourd'hui, on s'invite dans l'univers fascinant de César Roussel, créateur de la chaîne YouTube César Culturger. À seulement 25 ans, le jeune homme affiche un parcours déjà bien rempli. Après une classe préparatoire, il intègre le programme Grande École de l'EM Lyon. Mais c'est en parallèle de ses études qu'il se fait véritablement connaître. Sur TikTok, César fait rapidement ses premiers pas en tant que créateur de contenu. Fin 2020, sous le pseudonyme de What's Up World d'abord, puis César Culturger, il propose des vidéos courtes et percutantes, abordant des sujets variés d'histoire, de géographie et même de philosophie. Son objectif est simple, rendre la culture générale accessible à tous. Et le succès est fulgurant. À ce jour, il cumule plus de 2,4 millions d'abonnés sur TikTok. Fort de cette popularité, César poursuit son aventure sur YouTube. Par sa chaîne, il reprend simplement les ingrédients qui ont fait son succès. Vidéos dynamiques, ton léger et approche pédagogique. Il y partage des anecdotes méconnues, des faits historiques surprenants, ainsi que des quiz interactifs pour tester vos connaissances. Il existe un endroit sur Terre où il est interdit d'enterrer les morts, que la grande barrière de corail était plus grande que l'Italie, ou encore que l'Afrique était le seul continent traversé par l'équateur, le tropique du Cancer et le tropique du Capricorne. Allez, pose-toi, voici 50 faits géographiques étonnants que tu ne connaissais pas. Le fleuve Amazon ne contient aucun pont sur ses 7000 km de longueur, malgré le fait qu'il traverse plusieurs pays et de nombreuses zones habitées. Je trouve ça fou. Le Vatican a une densité de population 20 fois supérieure à celle de Paris, avec une superficie de 0,44 km² et plus de 800 habitants. Sa densité est d'environ 1800 habitants par km², contrairement à Paris et ses 119 habitants au km². Au-delà des réseaux sociaux, César Roussel s'investit pleinement dans la démocratisation de la culture. Il participe à des conférences, collabore avec des institutions éducatives et a même publié un livre intitulé « Améliore ta culture G », parvenir à enrichir sa culture générale tout en se divertissant. Voilà pourquoi César Culturger est incontournable. Alors si vous voulez terminer premier à tous vos quiz entre amis, n'hésitez plus. Le captivant César vous aidera dans votre quête de savoir. Une belle ressource de connaissances à la portée de tous. L'humanité était-elle plus heureuse avant l'invention des smartphones et des réseaux sociaux? Faut-il bannir TikTok en France? L'uniforme dans les écoles réduit-il les discriminations? Ou encore, une première langue étrangère devrait-elle être enseignée en maternelle? Vous vous demandez quel est le dénominateur commun entre toutes ces questions? Eh bien, c'est Politesse, une application qui permet de démocratiser les sondages, la mesure de l'opinion publique et pourquoi pas de redonner le goût du débat public aux plus jeunes et pas que. On va en parler justement tout au long de ce talk. Et pour m'accompagner en plateau aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Thibaut de Robien, qui est donc le fondateur de cette application Politesse. Alors Thibaut, je vous plonge tout de suite dans le bain. Un petit pitch, 30 secondes pour nous présenter Politesse. Alors Politesse, c'est la première application mobile de sondage en temps réel. Et ça permet à chacun de créer des sondages, de répondre à ceux de son choix et de voir immédiatement les résultats en temps réel et sur la durée, et sur tous les sujets. Et alors, d'où est-ce qu'elle vous est venue, cette idée surtout? Pourquoi avoir eu envie de lancer cette application? Parce que finalement, il existe déjà des instituts de sondage qui font ce travail. Oui, alors il existe des instituts de sondage, mais je trouvais qu'ils ne faisaient pas assez de sondages.
Et surtout, à un moment, l'idée m'est venue quand j'assistais d'ailleurs depuis San Francisco, donc le cœur du réacteur, à l'avènement des réseaux sociaux ou leur forte croissance. J'observais que les débats en fait avaient muté de la cellule familiale entre amis ou des plateaux télé, mais on traitait quelques sujets par an et pas plus. Tout d'un coup, on a une explosion de débats sur les réseaux sociaux où les experts débattent aux côtés des citoyens plus ou moins amateurs ou experts. Mais au final, on ne savait pas ce que pensaient les Français de ces sujets. Donc on n'avait pas le résultat de ces débats. Et je trouvais ça très frustrant. Et moi qui aimais beaucoup les sondages, je me disais, il faudrait plus de sondages. Et j'ai même vérifié à l'époque qu'il n'y avait pas plus de sondages 10 ans après l'avènement des réseaux sociaux qu'avant les réseaux sociaux. Donc je me disais, il nous manque un outil pour qu'on mesure collectivement l'opinion de manière publique, transparente et participative. Parce que aussi, ayant été moi, étant fan des sondages, j'avais même aussi acheté des sondages dans ma vie professionnelle. Et quand j'ai découvert qu'en fait, les gens qui répondent au nom des Français sont des panélistes, des gens qui sont rémunérés pour répondre, je me suis dit, et que moi, je ne pouvais pas répondre, sauf à m'inscrire à un de ces panels, où on ne choisit pas vraiment les questions auxquelles on répond. Je m'étais dit, faisons un outil ouvert à tous, qui permet à chacun de poser des questions s'il a des questions à poser, et surtout de savoir, de répondre à sa curiosité, de connaître ce que pensent ses concitoyens. Et je trouvais ça très utile dans les débats, parce que souvent dans les débats, chaque camp s'oppose et pense son opinion ultra majoritaire et celle de l'autre quelque part un peu exotique. Mais en fait, personne ne sait. Et les chiffres ne mentent pas. Ne mentent pas, exactement. Et justement, là, vous avez évoqué la question des réseaux sociaux. On le dit, effectivement, quand on va dans les commentaires, on peut avoir l'illusion de comprendre un petit peu ce qui se passe dans le monde, de comprendre les opinions de chacun. Ça, c'est une illusion, selon vous? Alors, disons qu'on ne peut pas tirer des conclusions certaines en lisant les commentaires sur les réseaux sociaux. Surtout, il y a une règle que j'ai apprise au cours du projet, c'est la règle des 1,9,90. En fait, sur les réseaux sociaux, il y a 1% des gens qui postent, qui mettent des créations. Il y a 9% des gens qui commentent. Il y a 90% qui ne font que consulter, sans jamais interagir. Donc, on a l'opinion des 10%, on n'a pas l'opinion des 90%. Et les 90%, dont je fais partie d'ailleurs, c'est des gens, on n'a pas tellement envie de s'exposer sur les réseaux sociaux. En revanche, on serait très à l'aise à répondre, comme sur Politesse, de manière anonyme à une question, et en plus de bénéficier d'avoir tout de suite le résultat pour voir ce que pensent les Français. Et donc, c'est une manière de libérer la parole d'une espèce de majorité silencieuse. Allez-y, pardon. Ce que j'allais dire, c'était qu'il faut savoir que, comme les sondages sont rares, comme je le disais, trop rares à mon goût, pour mesurer l'opinion des gens, après l'avènement des réseaux sociaux, il y a des sociétés qui ont créé des robots qui viennent scanner les réseaux sociaux et pour une marque ou sur un sujet donné, vont aller faire une espèce de synthèse de l'ensemble de ces publications. Donc, c'est utile. C'est mieux que de ne pas scanner du tout et de ne pas faire de sondage. Mais je dirais que le sondage apporte une méthodologie, une fiabilité qu'il n'y a pas forcément... Pas forcément dans le scan des réseaux sociaux, parce qu'on ne lit que l'opinion des 10% et pas celle de 100%. Alors, ce que j'allais vous dire, c'est que sur Politesse, la particularité, et vous l'avez répété, c'est que tout le monde peut poser des questions, tout le monde peut y répondre. Est-ce que ça veut dire que toutes les questions sont acceptées? Alors non, parce qu'on vit dans un pays qui a une forte liberté d'expression, mais qui est quand même encadré. Et en fait, le parti pris de Politesse, c'est de dire, en fait, si c'est légal, ça passe. Donc ça peut être dérangeant, mais tant ça que peut c'est être légal, dérangeant. Voilà, on passe. accepte les questions dérangeantes, on accepte les questions même qui peuvent être biaisées. En revanche, on va appliquer la loi strictement. Voilà, c'est légal ou c'est pas légal. Si c'est légal, ça passe. Ce qui est intéressant aussi dans vos sondages, c'est qu'il n'y a pas de date de péremption, contrairement aux sondages classiques. Pourquoi avoir fait ce choix? C'est-à-dire que, pour bien expliquer la chose, une personne peut publier une question et 6 mois plus tard, son sondage, il sera toujours actif. Oui. Pourquoi? Parce que jusque-là, les sondages, c'était une photo à un instant donné de l'opinion sur un sujet. Mais on aimerait bien avoir plusieurs photos pour voir comment elle évolue. Parce qu'on dit souvent, d'ailleurs, que ce qui est intéressant, c'est la tendance et la dynamique sur un sujet. Et donc, si on ne peut pas avoir un sondage tous les mois ou toutes les semaines, autant rendre le sondage continu. Et puis ensuite, de pouvoir afficher, et c'est notre projet, une courbe d'évolution d'une opinion sur un sujet, et de pouvoir ensuite le lier à son contexte. Voilà, là, on voit qu'au mois de mai, ça a changé. Pourquoi? Il y a eu telle intervention, on peut faire des analyses plus intéressantes. Et puis, je trouve aussi qu'en fait, l'idée de Politesse, c'est aussi de remettre la mesure de l'opinion au sein des Français. Et
À ce moment-là, on se tourne plutôt vers, on replace l'humain au centre du système. Et un humain, ça change d'avis. Donc, il n'y a pas de raison, quand je donne une réponse à un sondage, de ne pas me laisser la possibilité de dire « Ah bah en fait, depuis, j'ai écouté des arguments où la situation a changé, je veux changer l'avis. » Je peux changer l'avis. Et bien sûr, dans les résultats, on prend en compte que votre dernière réponse sur une période donnée. Et ça, oui, c'est aussi l'une des particularités. Effectivement, on ne l'avait pas dit jusque-là, mais c'est le changement de réponse qui est possible. Est-ce que, quelque part, vous n'avez pas peur que ça fausse les résultats, ces changements de réponse possibles ? Alors, quelqu'un d'extrêmement pointu en méthodologie dira une fois que vous avez connu l'opinion des Français à côté de la vôtre, vous êtes un peu biaisé. Mais encore une fois, si on se dit en fait, mais le plus important, c'est ce que pensent les gens, c'est l'humain. Ah oui, mais s'ils changent d'avis après avoir vu les résultats d'un sondage ou après avoir lu un article dans un journal, c'est un peu la même chose. Laissons la personne s'exprimer. Et justement, ça nous fait une information supplémentaire intéressante pour analyser une situation. Bon. J'imagine que pour faire fonctionner tout ça, il y a quand même quelques algorithmes derrière. Oui. Par exemple, quand on se connecte sur l'application, qu'est-ce qui explique qu'on ait en priorité tel ou tel sondage qui nous est proposé ? Alors nous, ce qu'on fait, c'est qu'on calcule un score de popularité par question. En fait, d'ailleurs, on en calcule plutôt 3, c'est la même méthode de calcul. Et pour dire les choses simples, alors il est public. On cherche à être transparent sur notre méthode, donc on a publié notre calcul de score de popularité. Et pour faire simple, c'est un taux de réponse. C'est-à-dire que quand on calcule le taux de réponse par rapport au nombre d'affichages d'une question, plus ce score est élevé, plus on va diffuser le sondage. Plus il est faible, plus il va en fait péricliter assez rapidement. Et c'est un score enrichi. C'est-à-dire qu'on va enrichir le score qui est en fait le nombre de réponses divisé par le nombre d'affichages. On va l'enrichir en rajoutant plus le nombre de likes, plus le nombre de partages, moins le nombre de gens qui ont passé le sondage, moins le nombre de signalements. Avec quelques petites variables d'ajustement qu'on publie, qu'on fera probablement évoluer. On a déjà fait évoluer 2 fois depuis le début. Et puis, on calcule 3 de ces scores, un score court terme, un score moyen terme, un score long terme, et on cherche à laisser dans une série de 20 questions, parce qu'en fait, même si vous ne voyez pas, on vous envoie des séries de 20 questions. Il y a on met une partie des questions sélectionnées sur leur score court terme, moyen terme et long terme, histoire de détecter des signaux d'actualité, mais également de savoir aussi avoir des questions de fond qui sont valables sur la durée. Et j'imagine que ça influence aussi en fonction, il y a une personnalisation, c'est-à-dire que si je m'intéresse à un sujet plus qu'à un autre, que j'ai répondu à plus de questions, par exemple sur l'éducation, si on est sur l'école du futur, est-ce qu'on va avoir plus de questions sur l'éducation qui nous seront proposées ou est-ce que ça reste assez finalement hétéroclite ? Eh bien non, pas du tout, parce qu'on cherche justement à éviter de personnaliser les questions en fonction des personnes. Puisque sinon, on aurait l'opinion des fans de politique sur des sujets politiques, l'opinion des fans d'économie sur les sujets d'économie, de fans sur l'éducation. Et or, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est capter l'opinion des Français ou des Parisiens ou des gens de la région Bretagne. Et donc, il faut qu'on pose les questions sans se préoccuper de ce que vous préférez ou pas. Et on faisait le parallèle avec les réseaux sociaux en début d'émission. Il faut rappeler quand même que Politesse, ça n'est pas un réseau social, hein, c'est pas ce que vous cherchez à faire. En revanche, cette notion de pouvoir mettre des likes qui vont influencer justement les questions qui ressortent sur l'application, est-ce que vous n'avez pas peur finalement que ça reproduise un petit peu les biais des réseaux ? Bon, on fait attention à ce qu'on fait et on observe, une fois qu'on l'a décidé et qu'on l'a appliqué, on vérifie que ça ne pose pas de problème. Mais je pense qu'il est utile, quand on veut capter l'opinion de gens sur un sujet, d'avoir plus qu'une réponse, d'avoir également leurs émotions par rapport à la question, au sujet, par rapport à la formulation de la question, et donc d'où l'intérêt du like. La mise en favori, si vous voulez retrouver facilement une question, à ce moment-là, c'est aussi un signe que vous êtes intéressé au sujet. Et nous, ce qu'on cherche, c'est à constituer le score de popularité de la question sur ce taux de réponse enrichi de vos émotions par rapport à la question. Et puis, il y a aussi un nouvel élément qui entre en compte, c'est les commentaires, mais on va en parler juste après avoir fait un petit tour sur la planète tech. C'est ce que vous trouvez de meilleur sur Internet, c'est la sélection de Dylan Kohler.
My favorite bit is the little wooden thingamabob on top. Cut through the window. Seagull kebabs. Et nous voilà de retour sur le plateau de l'École du Futur. Si vous nous rejoignez, bienvenue sur School TV. Aujourd'hui, on parle d'une application Politesse. Je vous en dis pas plus, c'est tout de suite dans la seconde partie du talk. Et pour en parler, j'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir le fondateur de cette application, Thibaut de Robien. Alors juste avant de partir en pause, Thibaut, on était en train d'expliquer un petit peu comment fonctionnait l'algorithme qui va permettre de retrouver telle ou telle question dans l'accueil de Politesse. On parlait notamment des likes, du fait que si l'on sweepait pour ne pas répondre, ça influençait. Et on en arrivait à un point, celui des commentaires qui viennent tout juste d'être ajoutés. Pourquoi avoir choisi d'intégrer les commentaires à ce moment-là ? Parce que c'était très demandé par les utilisateurs. Pour tout vous dire, moi, je souhaitais qu'il n'y ait pas de commentaires dans l'application au début du projet. L'idée, c'était de se dire, bon, en fait, c'est un outil de mesure de l'opinion, et les débats, ils auront lieu sur les réseaux sociaux. Et donc, j'avais favorisé au sein de l'application le fait qu'on puisse partager les sondages, puis les résultats sur les réseaux sociaux, pour que le débat ait lieu sur les réseaux sociaux. Et en fait, la réaction des utilisateurs, c'est qu'ils partageaient peu, et surtout, ils demandaient depuis longtemps qu'il y ait des commentaires. Et donc, on a fini par les développer. En fait, je suis très heureux de ce choix au final. On va quand même observer que ça se passe bien. Je pense que ça va très bien se passer parce que quand on voit la qualité des questions qui sont posées, où finalement on a très peu à modérer, je pense que ça va très bien se passer aussi sur les commentaires. Et en fait, les gens, ce qu'ils réclamaient, c'était qu'ils puissent débattre des résultats. Et puis parce que aussi un commentaire, c'est une nuance quelque part dans une réponse qu'on donne. Parce que quand on regarde, effectivement, hein, les questions sont très variées sur Politesse, mais parfois, ça va être oui ou non la réponse possible au sondage. Et parfois, c'est ni oui ni non. On a envie d'être un petit peu plus nuancé dans la réponse. Oui, c'est vrai, ça apportera de la nuance. Mais ce que j'entendais beaucoup de la part des utilisateurs, c'était d'apporter des arguments pourquoi ils ont répondu telle question ou telle question. Donc on verra ce que ça va donner. C'est tout frais, ça date de la semaine dernière. On a déjà des centaines de commentaires sur les questions et voilà, j'espère qu'il y en aura le plus possible. Bon, en tout cas, c'est ce qu'on vous souhaite. À partir de quand est-ce que vous considérez que les résultats d'un de vos sondages peuvent devenir fiables, sont considérés comme fiables ou relevant d'une véritable tendance ? Alors, un sondage, c'est une estimation. Donc, ça n'est jamais une vérité 100% absolue. Hein. C'est une estimation. Je vais parler d'abord du niveau de qualité que pratique standard, pratiqué par un institut de sondage traditionnel. Ils vont chercher à avoir au minimum, pour un sondage représentatif de la population française, il faut interroger 1000 personnes minimum, et il faut que les gens interrogés respectent certaines proportions de la population française. En pratique, on n'arrive jamais à parfaitement avoir un échantillon représentatif dans ces proportions de la population française. Et en tout cas, on ne peut le faire que sur certains critères. Le sexe, l'âge, la catégorie socio-professionnelle, la région d'habitation. Mais on peut ajouter parfois, est-ce qu'il habite en zone rurale, urbaine,
ou semi-urbaines. Donc c'est une estimation. Voilà, donc un sondage, voilà la qualité d'un sondage traditionnel. Nous, on va dire, mais on va dire que 10% de nos sondages atteignent ce niveau de qualité et 90% ne sont pas à ce niveau de qualité. Mais pour autant, le résultat est intéressant parce que, je dirais, des 200 réponses ou 300 réponses, vous avez déjà le résultat à 2-3% près. Donc, à part un sujet sur lequel vous auriez, par exemple, 3 réponses possibles et un 33, où là, vous avez besoin d'une qualité extrême pour pouvoir départager ces 3 réponses, voilà, que ça fasse 60-40 ou 57-43, ça ne change pas la conclusion et ce qu'on peut retirer comme connaissance d'un sondage. Et puis vous avez aussi sur l'application des petits scores de fiabilité à chaque fois Voilà. notés sur chacune des questions. On en arrive aussi à un point important, c'est celui de la possible manipulation des réponses. Est-ce qu'aujourd'hui, un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs peut manipuler les résultats? Et auquel cas, quels sont vos garde-fous contre ces potentielles manipulations? Alors oui, c'est théoriquement possible. Aujourd'hui, on ne l'a pas encore détecté. Je ne pense pas que ce soit arrivé. On a des mesures en place. Déjà, on a naturellement une barrière à la fraude qui est que pour s'inscrire, il faut un numéro de téléphone et on peut construire qu'un compte par numéro de téléphone. Donc, à l'opposé d'une inscription par email, on peut se créer 10 emails. Ensuite, on a aussi une protection anti-robot qui fait que si quelqu'un faisait tourner un robot sur l'application pour répondre à tous les sondages en une nuit, ça, on le détecterait. Et puis, on s'apprête, on a déjà dans nos spécifications pour futur, d'ajouter de nouvelles protections parce que plus politesse va prendre d'importance et plus, effectivement, il y aura un enjeu à la fraude. Et ce qu'on fait aussi, c'est quand on enregistre une réponse, on enregistre tout le contexte dans lequel elle a été donnée. Donc, par exemple, si elle vient d'un partage, ce qui serait, par exemple, si un groupe politique ou pas politique voulait orienter un sondage et mobiliser son audience pour ensuite répondre, pour retrouver le sondage, il n'y a pas beaucoup d'autres moyens que d'avoir le lien vers le sondage. Dans ces cas-là, nous, on notera que la réponse vient d'un lien et quel utilisateur a généré le lien au départ. Bon, donc a priori, c'est plutôt assez sécurisé. Et c'est important parce que politesse peut être utilisée à partir de 15 ans. Est-ce que ça, c'était l'un de vos leitmotivs, entre autres parce que quand on entend parler de politique, de débat public, on dit souvent que les jeunes sont désengagés aujourd'hui. Est-ce que c'était l'un de vos leitmotivs de les ramener eux aussi sur ces sujets, sur politesse? Leitmotiv, ce serait exagéré, mais moi, je me souvenais de quand j'avais 15 ans, j'étais déjà intéressé par les questions de société, peut-être même un début de politisation. Et voilà, c'est un âge où on est suffisamment âgé pour avoir envie de participer au débat et puis de le faire avec des adultes. Mais l'âge a été surtout déterminé par le fait que, par les questions sexuellement explicites, qu'on bloque aujourd'hui, mais qu'un jour on voudrait pouvoir laisser passer sans la diffuser auprès des mineurs et en laissant, et par défaut, en ne la diffusant qu'aux personnes qui ont activé l'option de vouloir les voir. Voilà. Donc c'est surtout ce choix-là. Je voulais pas que ce soit à 13 ans, ça aurait été trop jeune. 15 ans, je trouve que c'était un bon équilibre. Et puis voilà, peut-être qu'on évoluera plus jeune à l'avenir. On verra. Bon, puisqu'on est dans l'école du futur, je vais quand même un petit peu rester sur le sujet des plus jeunes. Est-ce que, mine de rien, de savoir que vous avez des mineurs sur votre application, vous vous sentez investi d'une responsabilité particulière vis-à-vis d'eux? Je pense notamment au fait qu'en première partie d'émission, on a évoqué ensemble le fait que quand on répond à une question et qu'on a le résultat immédiatement, parfois ça peut influencer notre opinion. Quand on a des questions politiques sur une application, forcément, on se dit à 15 ans, on est encore un peu influençable. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous préoccupe? Alors déjà, je vais vous répondre, mais Politesse n'est pas une application politique. Elle n'est pas politique, mais il y a des questions Il y a des politiques. questions de Là, j'ai politique. pris vraiment Voilà. ce sujet spécifiquement parce que je crois que c'est l'un des sujets où potentiellement ça peut avoir le plus de conséquences sur la vie civique d'un jeune d'être potentiellement influencé par une réponse. Oui, mais alors, moi, je crois beaucoup à l'intelligence collective de mes concitoyens. Et en fait, au final, quand je vois les réponses qui sont données, je dirais que c'est plutôt apaisant pour l'ensemble de la population. Ça permet de montrer qu'il y a des opinions très diverses.
mais qu'en fait, elle est assez alignée avec ce qu'on peut définir comme le respect des règles de société, de bien vivre ensemble. Et donc, je pense qu'elle a plutôt un intérêt public, j'y vais peut-être un peu fort, mais voilà, un intérêt apaisant pour la société. Je trouve assez sain qu'en fait, on ait cet outil de lucidité sur l'opinion de ses concitoyens, qu'on s'aperçoive qu'on est soit pas tout seul, soit qu'en fait, on fait partie d'une ultra-minorité et que du coup, il faut respecter peut-être l'opinion d'une majorité. Quand on est dans la majorité, il faut respecter l'opinion de la minorité. Au moins, on peut se mesurer. Et je me souviens d'avoir eu quelques cours dans ma jeunesse de sciences politiques. Et j'avais entendu un concept qui m'avait beaucoup marqué. C'était le concept de la minorité bruyante. C'est-à-dire qu'il y a des minorités, parfois ultra-minoritaires, quelques pourcents de la population, qui font beaucoup de bruit parce qu'ils sont très forts en communication, parce qu'ils savent activer des moyens, ou ils ont des moyens puissants de communication. Et ces minorités veulent faire passer des idées. Elles ont le droit. Mais c'est aussi assez sain que la majorité qui ne partage pas ces idées sache par la mesure que, en fait, ils sont 2 ou 3% et ne se laissent pas impressionner par le bruit qu'ils peuvent faire. Bon, alors, est-ce que politesse, un jour, pourrait être utilisée dans les salles de classe? Est-ce que c'est ce que vous souhaitez, justement, pour pouvoir permettre aux plus jeunes, peut-être dès le lycée et dans les études supérieures, de débattre avec des chiffres? Alors moi, vous me faites rêver, j'aimerais beaucoup. Et d'ailleurs, nous, notre projet, c'est de livrer un outil de mesure qui soit bien fait, qui soit fiable. Et ce dont je rêve, c'est qu'en fait, on découvre plein d'usages où que des gens de différents secteurs, des chercheurs, des professeurs, des instituteurs, découvrent des manières de l'utiliser dans des contextes que nous, on n'a pas du tout imaginés. Et on est très à l'écoute de ce qu'on peut nous remonter comme évolution de l'application pour aller dans ce sens. Et est-ce que vous avez peut-être déjà des enseignants qui vous ont approché pour une utilisation en classe ou pas encore? C'est trop récent? Non, mais il se trouve que ma femme est enseignante. Bon, c'est à elle de faire le travail alors. Elle utilise beaucoup l'application, mais elle n'a pas encore eu cette idée. Mais quand je vais rentrer à la maison, je vais avoir une discussion avec elle pour qu'elle trouve des idées. Bon, quelle est votre ambition à long terme pour Politesse? Moi, j'aimerais beaucoup que Politesse soit, on va être raisonnable, à l'échelle européenne, en fait, un outil de mesure de l'opinion qui soit le prépondérant, peut-être pas, mais qui soit utilisé largement, qui soit reconnu comme un outil de mesure de l'opinion à l'échelle européenne. Parce que moi, un de mes rêves personnels, puisqu'on parlait de rêve tout à l'heure, c'est qu'on puisse poser des questions à l'international et qu'on puisse comparer par pays. Et quelque part, qu'on puisse connaître l'opinion non seulement des Européens, mais même un jour qu'on connaisse l'opinion des Russes sur le conflit en Ukraine, des Chinois sur ce qui se passe en ce moment dans le Moyen-Orient, enfin qu'on ait enfin un contact un peu plus direct et synthétique entre nous. Bon, ça, on aimerait, mais encore faudrait-il que les États en question laissent leurs concitoyens répondre à ces questions, mais c'est un autre sujet. Et peut-être qu'un jour, on en reparlera ensemble sur ce plateau. Merci beaucoup, Thibaut de Rovien, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous êtes fondateur de Politesse. Et en début d'émission, en fait, avant de la commencer, on en a discuté ensemble aujourd'hui, ce sont essentiellement les jeunes qui utilisent votre application. Alors, pour les plus âgés d'entre nous, ou les moins âgés, on vous invite à l'utiliser, cette application, parce qu'il y a plein de questions extrêmement intéressantes dessus. Merci aussi aux équipes en régie et à Benjamin Saillard d'avoir produit cette émission. Merci aussi à Taïe Sayad pour le maquillage. Et surtout, merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain avec grand plaisir, toujours sur School TV. D'ici là, portez-vous bien.